Donc, on va faire tout ça avec Wilfried Galland. Salut Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance avec Bertrand Martineau. Salut Bertrand. Bonjour. Conseiller emploi de l'Institut Montaigne. Voilà, avec vous deux, je suis tranquille. Tour d'horizon, on va faire du ski nautique. Et je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, je vais démarrer avec... parce que c'est le truc qui m'échappe dans... Démarrons avec donc les incertitudes 2023 et démarrons avec la situation politique française. Donc, un futur qu'on ne connaît pas, a dit Emmanuel Macron. Voilà. Par définition. Par définition. Si on ne parlera pas du futur. Par définition. Bertrand, on va aller sur les retraites, tout ça, machin, etc. Et tout. Mais il y a eu, le 23 décembre, un décret donc, passé par le ministère du Travail qui durcit, de manière assez importante d'ailleurs, les règles de l'assurance chômage. Donc la durée d'indemnisation est réduite de 40%, et non plus 25%, si le chômage tombe sous les 6% de la population active. Décret le 23 décembre. On va voir là le tweet de Laurent Berger qui a réagi, enfin d'abord les gars ont vu le décret le 23 décembre, donc c'est bien, qui a réagi et qui parle d'une pure déloyauté. Enfin, je ne comprends pas, ensuite on va parler des tensions, des retraites, etc. Mais je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de... D'ailleurs, qui fait ce décret ? Bertrand, tu as été au ministère du Travail, la machine administrative. Qui pond ce décret-là, le 23 décembre ? Il y a une instruction ministérielle, forcément, ça sort pas... Oui. Non, mais ça, l'État sort des décrets entre Noël et le jour de l'an, il n'y a aucune difficulté. Et puis, en l'occurrence, c'est un décret qui est très facile à écrire. Il suffit de changer un chiffre dans un article d'un décret. Donc, la mécanique administrative n'est pas étonnante, mais il n'y a pas d'explication simple à cette chose qui m'a étonné également. Puisque, effectivement, jusqu'à présent, les syndicats ont fait vraiment le service minimum, c'est le cas de le dire, sur la réforme de l'assurance chômage. Non pas parce qu'ils sont pour ou parce qu'ils ne seraient pas énervés, mais tout simplement parce que c'est un sujet qui ne permet pas de mobiliser les salariés. Et encore moins l'opinion publique, puisqu'on sait que dans les sondages, très majoritairement, et encore plus depuis la fin du Covid, avec la reprise de l'emploi très très forte, majoritairement les Français et aussi les salariés, pas uniquement les retraités, sont favorables à un durcissement du régime d'indemnisation chômage. Mais là, c'est vrai que il y a quelque chose de totalement incompréhensible, donc je ne veux pas me lancer dans des explications psychologisantes. Non, parce que il n'y a... Voilà, c'est une réforme qui peut se discuter sur le fond, sauf que 6% de chômage, c'est pas un sujet 2023, c'est probablement pas non plus un sujet 2024. Je crois qu'en plus, il faut quand même qu'il y ait plusieurs trimestres de suite pour que le chômage soit en dessous de 6%, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début des années 80 quand même. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui, sur le fond, braque les syndicats. Donc il y a un sujet de fond, mais il y a un sujet de forme. Et là, effectivement, c'est pour ça que tu as raison d'évoquer Laurent Berger, le syndicat qui se sent le plus naturellement blessé, c'est le seul, quasiment, syndicat qui est dans une logique de discussion avec le gouvernement. C'est, je crois, le seul syndicat qui participe aux exercices du CNR, du Conseil national de la refondation. C'est le seul syndicat qui, même quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement, par principe, est toujours à la table de discussion. Par principe. Et là, effectivement, il y a une sorte de supplice psychologique qu'on fait subir à Laurent Berger, qui est quelqu'un qui a ses qualités, ses défauts, mais qui est profondément dans la discussion et dans le dialogue, quoi qu'il arrive, quel que soit le gouvernement. Et là, il y a quelque chose de totalement incompréhensible. Voilà. Donc, je n'ai pas d'explication autre que... Ça peut être un bug, ça peut être une erreur, ça peut être... Non, ça peut pas être une erreur. Parce que tu peux pas plus mal démarrer la séquence retraite. Oui, d'autant plus que ça n'avait pas été... En lui faisant un tel coup de jarnac comme ça, quoi. Enfin, le truc en plus inutile, tu as parfaitement... c'est totalement inutile. 6% de taux de chômage, on verra bien, mais enfin, on n'y est pas demain, quoi. Oui. Donc, voilà, il n'y a pas d'explication. Alors, il y aura une explication, c'est de vouloir faire de la provocation, mais je ne vois pas le gain politique en ce moment de faire de la provocation avec les syndicats.
Donc je ne comprends pas, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Alors, dans une moindre mesure, il y a eu des coups un peu comme ça ces derniers temps sur le sujet du compte personnel formation où par amendement, le gouvernement a introduit un ticket modérateur. Bah oui, mais là, tu as 10 milliards de déficit, Alors, Bertrand. Oui. Oui, on n'est sauf pas dans la même... que ça aurait pu se discuter calmement avec les syndicats qui n'auraient pas forcément été opposés d'ailleurs, et le patronat. Donc ça a été fait par amendement. Alors est-ce qu'il y a eu des discussions d'antichambre au ministère? C'est très possible. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas eu énormément de concertation, alors que même la formation, c'est quelque chose qui... Oui, j'ai vu d'ailleurs Muriel Pénicaud tout à fait. Qui est sorti du bois. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette volonté, surtout qu'encore une fois, j'insiste, c'est la CFDT qui est frappée au cœur dans son principe. C'est pas les autres. Bon, les autres, de toute façon, on n'en attend pas grand-chose en termes de discussion au niveau interprofessionnel. Hein, je distingue. Non, mais moi, le sujet pour moi, c'est évidemment les retraites derrière. C'est-à-dire, tu peux pas... les seuls, mais on va en reparler, visiblement, Elisabeth Borne, alors elle a en plus une histoire de négociation, elle connaît les syndicats, elle connaît les négociations, elle doit visiblement penser qu'il y a du grain à moudre, comme disait l'autre. Mais alors là, Voilà, je suis désolé, c'est incompréhensible. Un bourre-pif en pleine paix, disait les tontons flingueurs. Mais non, mais vraiment, c'est... Aucune explication rationnelle. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un bug administratif. Ça peut pas être un bug administratif. Non, voilà, non, je pense pas. En fait, ouais, des explications, potentiellement, moi j'en vois 3. 2 politiques et une plutôt économique. Les deux explications politiques, je ne suis pas sûr qu'elles tiennent très très bien la route, mais il faut essayer de trouver quand même. Il faut essayer de comprendre. Voilà, il faut essayer de comprendre. Après, souviens-toi, un théorème qui est pour moi un théorème Madelin, oui, entre le machiavélisme et la connerie. Il faut toujours choisir la connerie. Choisissez la connerie. Oui, le machiavélisme demande un esprit tout à fait particulier, absolument, que peu de gens ont. Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir effectivement un message de politique interne, à la fois interne à la majorité, en disant on durcit les règles, on donne des gages à ceux qui veulent effectivement avoir une trajectoire de finances publiques beaucoup plus rigoureuse. Non, mais ce qui... Tu fais pas ça le 23 décembre, c'est-à-dire qu'en fait, Laurent Berger, c'était le seul à le voir, le décret. Tu vois le truc. Comme on vient de le dire, on ne sait pas quelles sont les discussions qui ont eu lieu avant le 23 décembre. Et avant le 23 décembre, la majorité n'était pas encore en vacances politiques. Donc, voilà, premier type d'explication. Deuxième, donner facilement un gage de rigueur à Bruxelles. En disant, on sait que ça ne sert à rien, on leur dit, attendez, vous dites que nous ne sommes pas rigoureux, regardez l'effort considérable que nous sommes prêts à faire pour tailler dans notre modèle social. Alors qu'effectivement, il n'y aura rien qui se passera véritablement. Parce que, précisons, dans le même temps, on n'a pas réussi à faire voter cette fameuse loi de programmation budgétaire qu'il faut envoyer à Bruxelles. Exactement. Et on n'y arrive pas. Et donc ça permet d'avoir un gage. Pas mal. Ça permet d'avoir un gage. Le troisième élément, plus politique, mais pourquoi pas, on parlait avant de plus économique. Jusqu'à présent, on parlait de ce niveau de diminution de 40% avec 5% de taux de chômage. C'était un peu ce qui était en train de... Dire 6%, ça veut dire qu'on détermine que le taux de chômage structurel de l'économie française, c'est pas 5, c'est 6. On remonte le seuil du plein emploi. On remonte le seuil. Et dire, si on arrive à baisser, en gros, en dessous de 7, ça veut dire qu'on est de plus en plus près du plein emploi et non pas encore très très loin du plein emploi. Comprends, oui. Et pour moi, économiquement, en tout cas en termes de signal, c'est un des seuls sujets, parce qu'en plus on parle de moyenne sur le territoire, donc faire dépendre des allocations d'une moyenne de territoire, c'est quand même très compliqué. Mais néanmoins, on dit, voilà, à 6%, on est au plein emploi, alors que jusqu'à présent, on parlait de 5%. Donc, mais il va y avoir d'ailleurs un haut conseil de l'assurance chômage. Je ne sais pas si c'est les Échos qui racontent ça ce matin, Bertrand. Si on a c'est un boulot pour toi, ça. Oui. Ils veulent faire un corps, visiblement, ils veulent faire l'équivalent du corps pour l'assurance chômage. Donc il n'y a pas au commissaire. Hein? Ah bah s'il y a, oui. Il y a un commissariat, il y aura un commissaire. Non mais c'est un boulot pour toi. Parce que non, la dynamique, elle reste bonne. Est-ce que j'ai regardé, alors c'était juste avant les vacances sur l'emploi, mais il y a un chiffre, il est significatif celui-là, c'est-à-dire ça commence à taper sur le socle des chômeurs de longue durée, et on passe donc sous la barre. Donc moins de 45% des chômeurs aujourd'hui sont des chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Oui, ça, c'est des chiffres de Pôle emploi. Ça, c'est des chiffres de Pôle emploi. Oui, alors attention avec cette statistique. C'est 45% des inscrits
à Pôle emploi À en Pôle catégorie ABC. C'est que catégorie A, je crois, là. Bon, ben, je vérifierai. C'est ne ABC? pense pas. C'est Oui, ABC. c'est-à-dire que c'est un gros problème de Pôle emploi, alors à moins que ça ait changé très récemment, Vas-y, mais vas-y. en fait, le dénominateur, pour être technique, c'est l'ensemble des ABC. C'est-à-dire que en fait, on capte l'ensemble des personnes qui sont inscrites depuis... Alors, Bon, mais moi, à dans la les limite, 18 peu importe. Comme le dénominateur n'a pas changé, ça baisse. C'est-à-dire Mais bien cette sûr, proportion forcément. Oui. de chômeurs de longue durée Oui. est en train de baisser. On est en train d'attaquer le socle. Oui. C'est pas mal, ça, quand même. C'est pas mal, c'est pas non plus étonnant. Le chômage a quand même beaucoup baissé. Et donc maintenant, effectivement, on attaque les chômeurs de longue durée. Ce qu'il faudra, c'est regarder les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage au sens de l'INSEE depuis au moins 12 mois. Voilà, D'accord. c'est ça qui sera le vrai chiffre. Le chiffre de Pôle emploi, c'est un chiffre vraiment administratif. D'accord. Et donc... Et ce qu'il faut regarder aussi, et ce qu'on n'a pas, enfin, j'ai pas regardé, c'est les durées moyennes d'inscription à Pôle emploi. Elles sont en diminution aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens restent inscrits moins longtemps. Donc on trouve, comme tu dis, c'est normal, mais enfin bon, c'est pas mal quand même, plus de fluidité dans le marché, etc. Voilà, c'est tout le sujet. Macron, donc, qui a retrouvé un peu les accents de 2017, la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial. Voilà. Et donc, on en arrive aux retraites. Alors, est-ce que tu... Borne a l'air de penser, enfin en tout cas c'était ce qui ressortait, donc c'est le 10 janvier je crois, hein, la présentation de la réforme. Et donc ce qui ressortait de l'idée du report, puisque ça aurait dû être présenté juste avant la trêve, juste avant les fêtes, c'était que Borne avait l'air de penser qu'il y avait moyen, à travers la pénibilité, à travers qu'est-ce que ça va être là, le compte senior, enfin bon là, voilà. Il y avait moyen de trouver... une forme d'accord avec les syndicats. Ce qui me paraît... non, je vois, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, tu fais la moue, tu ne crois pas une seconde. On va vers l'affrontement pour toi, il n'y a pas de... Oui, alors, il y a différents niveaux. Il faut bien distinguer quand même ce qui se passe dans le secteur privé et ce qui se passe dans les régimes spéciaux. Bon, sauf à ce que le gouvernement... Mais tout est possible, hein, sauf à ce que le gouvernement sorte au dernier moment d'un chapeau une mesure qui, en fait... tue de fait qui neutralise pour une grande majorité de salariés le report de l'âge légal. Je vois vraiment pas comment la CFDT signerait. Alors que la CFDT a clairement donné ses lignes rouges, c'est non à l'augmentation de l'âge légal et même d'ailleurs non à l'augmentation de la durée de cotisation. La seule chose que pourrait peut-être accepter en compromis la CFDT, c'est une augmentation, enfin une accélération de la réforme Touraine. Bon, qu'il avait accepté. Mais qui amène à une augmentation de la durée de cotisation, alors oui. Une accélération de la réforme. Oui, c'est déjà le cas. Oui, voilà, c'est déjà le cas. Oui, une accélération mais par rapport à ce qui est prévu. Le nom de la CFDT, c'est un nom à une accélération supplémentaire encore de la durée de cotisation. Oui. Il faut qu'on reste dans le cadre de la réforme Touraine, même si... Mais peut-être en compromis, à quelques trimestres près, on pourrait peut-être imaginer qu'ils puissent se laisser convaincre par une accélération. Ouais, mais là, le chef de l'État, il ne peut pas reculer sur l'âge légal. C'est pas possible. L'âge légal, c'est pas possible. C'est un marqueur. Maintenant, c'est un sujet qui est quand même en partie très, très politique. Donc, alors maintenant, il faut peut-être annoncer 64 au lieu de 65, mais ça arrangera rien vis-à-vis de la CFDT. C'est une question de principe, en fait. Bon, donc sur la partie dure. Sur le privé, je vois vraiment pas ce qui pourrait causer un accord. En revanche, sur les régimes spéciaux, il n'y aura évidemment pas d'accord non plus, ça c'est évident. Mais il y a beaucoup de curseurs. Et on sait très bien, et on l'a déjà fait dans pas mal de cas, qu'on peut faire une réforme qui change, qui donne l'impression de tout changer, mais en fait, quand on regarde vraiment dans les détails techniques, ça ne change pas grand-chose. Ce que Sarkozy avait fait avec la SNCF. Oui, oui et non, parce qu'il avait quand même reporté de 2 ans, il avait tout décalé de 2 ans pour la SNCF, pour les nouveaux entrants. Voilà. Donc, on peut imaginer, il y a tout un tas de curseurs. Il y a effectivement l'âge légal pour qui est maintenant de 52 ans, par exemple, pour les conducteurs. Est-ce qu'il va être reporté à 55 ou est-ce qu'on va a priori, l'idée, c'est plutôt de le reporter pour l'instant. Mais il y a d'autres curseurs plus subtils. Par exemple, le niveau qui est très important pour la RATP et la SNCF, c'est le niveau du départ à taux plein. Ouais. Voilà, qui est à 67 ans pour les salariés du secteur privé et qui est de mémoire, je crois, à 57 ans, je crois, pour les agents de la SNCF, par exemple. Et donc la question est de savoir si ça va bouger. Et c'est un sujet très important et pour eux plus important que l'âge légal. Mais moi, je vais donner la parole à M. Wilfried. Mais cette histoire, passer la pilule, mais un accord, non. Autant j'ai compris, j'ai mis du temps, mais j'ai compris l'importance de l'âge légal. Autant les régimes spéciaux.
j'en comprends l'importance politique. Mais en termes financiers pour l'équilibre des régimes et pour ce qui est important dans l'âge légal, c'est-à-dire la masse de travail supplémentaire, les cotisations supplémentaires, la richesse supplémentaire apportée au pays, c'est ridicule, c'est epsilonesque. Oui, mais c'est un marqueur politique et un marqueur de justice. Mais oui, mais c'est 1%. Ah, oui, donc oui. tu rates une réforme pour 1% de tes dépenses. Parce que c'est ça, hein, les régimes spéciaux, à peu près aujourd'hui, c'est 3 milliards sur 300 milliards. Voilà. On ne rattrape pas la réforme. Il ne faut pas oublier que depuis 1995, toutes les réformes des retraites sont passées, toutes, Mais oui. sans aucune exception. Ouais. Donc avec les drapeaux, toutes. Et donc la question, c'est dans quelles conditions ça va passer. Est-ce que ça va être plus ou moins douloureux? Mais la question de l'échec, même la réforme auquel plus personne ne comprenait strictement rien. Enfin, à la fin, c'était juste devenu une usine à gaz tellement dingue. Le seul slogan de campagne qui m'est un peu enthousiasmé. La seule chose qu'on avait compris, c'est que ça redressait pas. Non, mais c'était chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Mais quel beau slogan républicain. C'était magnifique. Et magnifique. En fait, on l'a tellement tordu à la fin que même certains disaient dans les toutes dernières. J'étais assez proche de ceux qui négociaient. En fait, dans les tout derniers packages, par exemple, pour certaines entreprises publiques, c'était plus favorable que la précédente réforme. C'était devenu complètement fou. Et donc, effectivement, on va se retrouver là avec le débat classique qui va se focaliser sur, en tout cas dans les conséquences sociales sur les régimes spéciaux, parce que c'est eux, en fait, qui vont porter les grèves. Hein, c'est jamais les salariés du privé qui se mobilisent là-dessus. Et la question, ça va être comment est-ce que, en dehors de la SNCF, parce que la SNCF est un peu à part, puisque finalement, le statut est fini. C'est-à-dire que... Oui, c'est en train de s'éteindre. Donc, en fait, changer aujourd'hui, si on dit que c'est la clause du grand-père, en fait, la SNCF n'est pas vraiment concernée. Donc, ils feront probablement des actions par solidarité, mais voilà, par solidarité, on sait qu'on est quand même généralement un petit peu moins motivé que quand on est concerné directement. La question, c'est tous les autres. Et en particulier aujourd'hui, les électriciens casiers. Hein, on sait qu'on a quand même un léger problème énergétique dans notre pays. On n'a pas du tout envie qu'on ait des centrales qui soient débranchées. Au plein cœur de l'hiver, tout est possible. Hein, tout est possible. Donc la question, c'est comment... Non. Là, tu as la réquisition. Si tu veux, autant on a compris qu'avec les trains, c'était compliqué la réquisition, et c'est tout à fait normal que ce soit compliqué. Sur l'énergie, je pense que là, tu n'as pas un tribunal qui ira refuser la réquisition. Et ce qu'on a vu dans les derniers manifestations, par exemple, contre les retraites ou d'autres sujets, c'est qu'on a eu des baisses de tension quand même. On a eu des baisses de tension sur le réseau. Donc, oui, il y aura des réquisitions, mais dans quelle mesure? Une fois qu'on aura eu un accident... D'accord, c'est intéressant, mais parce que c'est vrai que c'est un focus qu'on n'a pas. On est polarisé sur les transports. L'autre élément, pour mettre une petite touche de pessimisme... oui, on en manque. C'est vrai. Non, mais il n'y aura pas d'accord avec les syndicats. Ouais. 2, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que les syndicats de ces entreprises, de toute façon, ne contrôlent pas les troupes. Alors, donc l'avenir est particulièrement incertain puisque ça va dépendre en fait. Ça, c'est la leçon de la grève SNCF, ça. Oui, mais c'est pas c'est une tendance lourde. Donc en fait, on va dépendre finalement d'une dynamique auto-organisée qui va se déclencher ou pas. Voilà. Mais il y a qu'à la télé, peut-être à 20h sur TF1 ou ailleurs, qu'on pense qu'on se met autour d'une table avec les représentants des confédérations nationales et qu'on arrête une grève à la SNCF. Enfin, ça fait quand même au moins 20 ou 30 ans que ça se passe plus comme ça. Depuis les années 90, on va dire. Tu as vu ce chiffre que j'ai vu au moment donc, de la grève des contrôleurs là, donc la constitution des CSE, Comité social et économique, donc ça c'est Pénicaud, hein, les CSE aussi, voilà, c'était dans le même... a fait disparaître à la SNCF 70% des représentants du personnel. Il y en avait donc énormément quand même. Il y en avait énormément. Mais ça veut dire que le suivi, c'est un peu comme ça qu'ils expliquaient le fait qu'ils se soient un peu fait prendre par surprise par ce qui s'est passé au moment de Noël. Parce que y a beaucoup moins de suivi et beaucoup moins de remontée de terrain, etc. Je pense comme Bertrand que en fait, c'est une dynamique qui était déjà à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps. Ce qu'on a vu, c'est que là, effectivement, ça s'est matérialisé de façon très brutale et avec en plus la reconnaissance, et c'est assez rare pour le souligner, la reconnaissance par exemple d'un Laurent Berger de dire au moment où les accords étaient signés en disant c'est pas du tout nous, hein. Nous on y est vraiment pour rien. Hein. Ouais. Donc en général,
au moins on feint d'organiser un minimum les choses. Là, la CGT, oui. Voilà, là, il y avait même plus cet esprit de dire on va quand même justement faire semblant de dire qu'on est autour de la table et qu'on se dit tous en tant que gens responsables qu'il est temps d'arrêter, ce qui était quand même le minimum puisqu'ils ont absolument tout lâché. Les syndicats sur ce sujet ne maîtrisent pas les troupes, et puis deux, de toute façon, ce qui se joue derrière le conflit des retraites, c'est pas les retraites. On est sur des sujets beaucoup plus généraux et politiques. Voilà, donc... Comment ça, ce qui se joue derrière le conflit des retraites, c'est pas les retraites? C'est le rapport au travail, c'est des insatisfactions, c'est des frustrations, c'est tout un tas de sujets qui sont très bien analysés par quelqu'un comme Jérôme Fourquet, là, qui était encore... qui est partout, matin, qui est partout en ce moment. Parce Vous avez Jean Covici pour le climat et Jérôme Fourquet pour la politique. Mais c'est vrai qu'il est intéressant. Et, évidemment, il est passionnant. Et très clairement, voilà, le sujet, évidemment, c'est quelque chose qui est très amusant, parce que quand vous interrogez les Français, alors là, on a des sondages sur de très nombreuses années, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Réponse, depuis les années 2000, entre 75 et 80%, oui. Ouais. Entre satisfait et très satisfait. Ouais. Bon. Et ces mêmes personnes, si vous les interrogez, est-ce que vous êtes d'accord pour relever de quelques trimestres l'âge de départ à la retraite, à 90%, c'est non. Moi, j'ai un sondage. Non, parce que tu mets les retraités. Les retraités, non, en gros. Le Via Voice que j'ai. Ah oui, je veux dire les actifs. Oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais c'est très simple. Mais c'est très simple. Il suffit de prendre le sondage de l'adresse depuis du ministère de la Santé qui suit la motivation des Français pour la retraite. C'est très simple. Au total, vous avez en gros un peu moins de 70% des Français, y compris des gamins de 18 ans ou des gens de 95 ans, qui sont au total opposés à relever l'âge légal. 55%, dit Via Voice, le dernier sondage. Oui, c'est pas ce que dit l'adresse depuis de nombreuses années. Ouais, j'avais été surpris, moi, par 55%. Tu te dis, putain, c'est pas beaucoup. On est plutôt sur 2 tiers de refus. Et quand vous interrogez les actifs au travail, on est plutôt sur quasiment 90% de refus. Ouais. La majorité, d'ailleurs, de manière amusante, ne sont pas les seniors, mais c'est d'ailleurs les jeunes, dont le taux de refus est encore plus important. Bon, il y a quelques petits paradoxes. Voilà. Mais effectivement, quand vous interrogez les retraités, ils sont très partagés, je crois, c'est à peu près 50-50. Voilà. Donc, ce qui se joue derrière, c'est des insatisfactions qui sont plus générales. Il y a une dimension profondément politique, probablement, d'exaspération et de mécontentement vis-à-vis de la politique menée, bien au-delà de la question des retraites. Et donc, comme tu le disais, Wilfried, ça se cristallisera, la fameuse cristallisation, ou pas? Bien sûr. Ou pas. La messe n'est pas dite pour toi sur je pense qu'on aura l'affrontement à venir au mois de janvier, quoi. On aura des mouvements sociaux, c'est évident. Mais les syndicats perdraient totalement la face s'il se passait absolument rien. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'on rejoue 95 ou pas, quoi. Voilà. Mais en fait, oubliez ce que disait le prix Goncourt d'économie Pierre Lemaître, les choses les plus attendues arrivent souvent par surprise. Et donc là, on ne serait pas surpris. Tu nous as quand même inventé un prix Goncourt d'économie, là. Non, le prix Goncourt de littérature. J'ai mélangé le prix Nobel et donc Pierre Lemaître disait effectivement les choses les plus attendues arrivent souvent par surprise. Sacré gauchiste d'ailleurs, tout à fait, le Pierre Lemaître en question. Hein. Et donc voilà, allez voir son compte Twitter si vous voulez. Peut-être que vous aimez ses romans. Moi, évidemment, ses romans sont merveilleux. Ouais. Mais alors, tu vas voir son compte Twitter. Le gars est très très marqué, très intéressant. Et en fait, c'est vrai qu'on est sous. C'est un peu comme en économie. Quand il y a un consensus sur voilà effectivement ce qui va arriver, en général, c'est pas exactement ce qui arrive. Ouais. Donc oui, il y aura des éléments qui vont se tendre et qui vont avoir des éléments de blocage. La question, c'est comment est-ce que tout ceci va se mettre en forme. Et comme l'expliquait très bien Bertrand, à un moment, comme on a une espèce d'auto-organisation, on ne sait pas d'ailleurs d'où ça peut véritablement venir, qu'est-ce qui peut arrêter ou pas les choses. Je pense qu'on rentre dans un univers très brumeux d'une certaine façon, c'est-à-dire on ne voit absolument pas comment est-ce que ça va se dénouer. Simplement, on voit qu'il y a une grande détermination de la part du politique à avancer. Et donc, comme sa détermination ne fléchira probablement pas, il y aura effectivement des actions en face. Donc, alors, il y a le sujet de la santé, de l'hôpital qui pourrait réapparaître, parce qu'il y a le sujet du départ en retraite, notamment des aides-soignants ou des infirmières dans les hôpitaux publics. Bon. Et puis à cette occasion, pourrait se cristalliser aussi des mécontentements à l'hôpital.
Il y a d'ailleurs des mouvements qui sont prévus, indépendamment du système de retraite, mais tout ça pourrait converger. Voilà, donc tout ça est totalement incertain, mais c'est d'autant plus incertain que le système est complètement auto-organisé. À un moment, est-ce que... Enfin, les gens comprennent et réfléchissent quand même un petit peu. C'est-à-dire, tout le sujet de travailler plus, avec plus de cotisations sociales, et c'est pas seulement le système de retraite que tu t'essayes de solidifier, mais c'est l'ensemble de ton système social français que tu renforces. Productif et social. Oui, mais enfin, les gens peuvent le comprendre quand même. On pourrait objecter. Si on travaille tous plus, c'est plus d'argent pour l'hôpital. Point. C'est aussi simple que ça. Oui, mais si je me fais l'avocat du diable, je rappellerai qu'on est en déficit public depuis 1974 et que jusqu'à présent, les Français ne l'ont jamais ressenti durement. Le trou de la Sécu, quand j'étais tout petit, on parlait déjà du trou de la Sécu. C'est vrai. Bon, et ça ne nous a pas empêché de vivre correctement. Bon, à crédit. Mais on vit bien à crédit. Voilà. Donc, il n'y a pas eu ce travail de pédagogie. Je sais que c'est un peu pénible de parler de ça, de sous-entendre que les gens ne réfléchissent pas, etc. Mais ça a été de la pédagogie négative, d'une certaine manière. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas fait de cours d'économie, bon ça, on est un peu en retard sur l'économie, mais surtout, on a raconté quand même beaucoup de carabistouilles aux Français depuis de très, très, très nombreuses années. Et il y a quand même assez peu de pays qui ont la chance de vivre à crédit aussi peu longtemps, sans aucune conséquence adverse, grâce à l'euro. Voilà, donc regardez un pays comme le Royaume-Uni qui n'est pas protégé, mais tu vois, alors par l'euro, ils sont en grande difficulté. Ça aussi, c'est un truc que je ne comprends pas j'en parle ici depuis des semaines. Là, Macron, c'est-à-dire, à aucun moment, même par le président de la République, simplement dire plus de travail, c'est plus d'argent pour nos hôpitaux, nos machins. Même ça, il ne le dit pas. Il ne dit pas, il parle de travailler plus pour consolider les retraites, il ne te dit pas travailler plus pour plus d'argent pour notre école, nos ceci, nos cela. Ça fait partie des nombreuses interrogations que je comprends pas. Effectivement, consolider le système de retraite alors même que à un horizon prévisible, et au-delà de ce qui est prévisible, justement, c'est totalement incertain, l'équilibre du système de retraite n'est pas véritablement menacé. Bon, à quelques milliards près, faire des prévisions de quelques milliards à l'horizon de 15 ans, franchement, c'est quand même... faut plutôt être Madame Irma qu'un économiste. Et puis, j'allais dire, on n'est même plus à quelques milliards près. On se réveille le matin en disant, voilà, il y a un chèque pour le bois, tout à fait d'accord là-dessus. 3 milliards. C'est pour ça que j'ai eu du mal à admettre ce truc, moi. Effectivement, ça aurait été sans doute beaucoup plus malin de le lier, par exemple, à la question de la perte d'autonomie et du vieillissement. Mais oui. Bon. Oui. Et là, on pourrait dire, vous allez travailler plus pour que vos parents ou vos grands-parents aient une fin de vie plus agréable. Mais ça a été tenté, ça. Ça a été tenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais quand ça a été tenté ? Il y a quelques mois, au moment où la réforme des retraites a commencé à être dans les médias, Elisabeth Borne en particulier a commencé à dire qu'il fallait effectivement travailler plus pour consolider le système. Or, le problème, c'est qu'elle s'est pris une volée de bois vert immédiate de toutes les oppositions, y compris d'ailleurs de l'opposition de droite, en disant mais on nous disait que c'était pour consolider le système de retraite, et en fait, ce que vous voulez, c'est changer le modèle social français. En fait, vous voulez faire payer des gens qui sont fragiles, au détriment d'un équilibre qui peut être complètement différent. C'est deux choses, Wilfried. C'est-à-dire que à un moment, effectivement, moi-même je l'ai cru d'ailleurs, parce que il n'y a pas de réel déséquilibre notre système de retraite, enfin en tout cas pas aujourd'hui et pas dans un horizon prévisible. Et tu disais, ils vont récupérer le pognon des cotisations et donc des excédents du régime pour l'amener à autre chose. Et effectivement, c'est là-dessus qu'il y a eu une volée de bois vert. Et c'est ça que moi j'avais eu du mal à comprendre. Mais c'est pas ça le sujet en fait. Derrière, le sujet, c'est tout le reste, c'est toutes les cotisations supplémentaires que tu vas payer. On sait très bien que tous les impôts supplémentaires que tu vas payer. On sait très bien que l'argument qui avait été mis en avant sur ça va nous servir à autre chose, c'était une façon maladroite, mais je trouve que derrière il y avait cette idée-là de dire il faut augmenter le volume de travail dans l'économie française. Eh ben c'est fou qu'ils aient lâché le truc là. Mais or c'est quelque chose, dire il faut augmenter le volume de travail dans l'économie française, politiquement c'est inaudible. Bah non. Mais si, c'est totalement inaudible. Non, pas quand. Bertrand l'a dit d'un mot, et c'est vrai que c'est une stat que j'avais en tête, que je vous amènerai demain ou après-demain. Le regard sur les chômeurs s'est durci. Oui. Donc, non, on a tous conscience qu'à un moment, il faut bosser, et qu'à un moment, et de plus en plus, ça va être
ceux qui bossent pas quand même, est-ce Oui. qu'ils font autant d'efforts que moi qui bossent? Parce que là, du boulot, il y en a. Oui, Voilà. mais parce qu'en Tu vois fait, j'ai cet horizon de dire je vais pouvoir m'arrêter. J'ai cet horizon. J'ai toujours l'horizon de pouvoir Oui, m'arrêter. mais le contrat, c'est je travaille beaucoup et intensément pendant cette période-là, et après, je peux me reposer. Et après, je peux en profiter. Nous, on est vraiment dans cette rhétorique-là en France. On profite de la retraite. On ne dit pas je ne peux plus travailler, donc je suis en retraite. Non, je dois être en retraite pour en profiter. Et le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible. Je ne rencontre personne dire, ou très peu, je travaillerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse vraiment plus capable de le faire. Non, je travaille pour ensuite pouvoir en profiter. Et donc... Et ça, ailleurs en Europe, non? Donc, non. Ah bon? Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que D'accord. en fait, cette éthique du travail, depuis l'apparition globalement des RTT, c'est effiloché progressivement. Et donc, et évidemment, le Covid n'a fait que renforcer tout ça, enfin, ça fait qu'accélérer cette dynamique. Donc, travailler beaucoup, oui. Ne pas profiter du système, oui. Mais parce que le système nous dit, à un moment, moi aussi, je vais en profiter. Et donc, ce que je veux pas, c'est que les profiteurs de maintenant m'empêchent, moi, d'en profiter, qui respectent les règles. Mais il ne faut pas changer les règles. Et c'est ça qui est très compliqué. D'accord. Alors que le vrai sujet, effectivement, c'est un sujet d'augmentation de la quantité de travail, pour résoudre une grande partie de nos problèmes. Pour finir le tour d'horizon, donc, alors c'est ce même sondage via Voice, mais bon, donc je vais le remettre dans ma poche. Mais enfin, il y a beaucoup plus d'opposition à l'utilisation du 49.3 qu'au principe même de l'allongement. En tout cas, c'est ce qui ressortait du sondage. Et donc, c'est 68% qui jugent inacceptable l'utilisation d'un 49.3 sur ce sujet, alors que il ne serait que 55%, mais donc sans doute plus. Oui, enfin, non, mais en fait, ça dépend pas comment vouloir poser la question. Non, mais le truc, c'était juste un peu de politique comme ça, vite fait, parce que LR, c'est marrant, parce que tu sens qu'ils cherchent à exister un peu. Ils vont être obligés de la voter, cette réforme, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, tu as Ciotti qui essaye de faire un espèce de palier. Hein, j'ai pas bien compris, mais c'est d'abord 63, puis 64. Enfin bon, ils essayent de trouver un truc à dire pour exister. Alors que ça fait 20 ans qu'ils disent... C'était le programme Fillon, c'était le programme Pécresse, c'était le programme... Enfin bon, voilà, quoi. Sans doute Sarkozy, je sais pas. Sarkozy, déjà, il a 64 ans? Je sais plus. Bon, enfin bref, voilà, quoi. Mais ils vont être obligés de la voter, cette réforme. Ça dépend ce qu'il y aura dedans. Il y aura peut-être des surprises. Déjà, si c'est 64 ans, ça va diviser la droite, probablement. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils voteraient tous comme un seul homme, d'ailleurs? Parce que derrière, il va falloir se faire réélire. Oui, mais pour avoir la majorité Bertrand. absolue, il n'est pas obligatoire Ouais. que la totalité des députés LR votent pour la loi. Il suffit qu'un certain nombre s'abstiennent et que d'autres votent pour. Alors, tu vois ça? Or, la droite est en état de fracturation assez Ouais, avancé. mais alors ça, c'est un sujet dont on parlera peut-être, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, un gars élu sous l'étiquette LR va voter avec... c'est quoi? C'est Renaissance maintenant? Oui. Tu sais, sachant que Macron, c'est fini. Tu ne sais vraiment, tu lâches la proie pour l'ombre, là. C'est-à-dire, le précédent quinquennat, tu pouvais te dire, bon, ça va, ok, je change de camp, mais j'ai toujours une structure à peu près solide, l'autre va te représenter, machin. Ça, là... Tu vois? Donc c'est pour ça qu'à mon avis, les débauchages vont être... De l'autre côté, quand on parle de structure solide, les Républicains, je ne suis pas sûr non plus... Tu dis quoi? Quand on parle de structure solide, les Républicains, là, je suis pas... Ah si, t'as quand même vu, t'as Oui. une série t'as de le socle du socles, socle. Oui, mais enfin, là, ça commence à se réduire t'as- beaucoup, quand même. Oui, mais enfin quand même, Sur le t'as terrain, pas tant que ça. Et Renaissance n'a pas réussi à conquérir des grandes villes. les gars qui sont là, les gars LR qui sont là à Les l'Assemblée... grandes villes LR, il n'y en a plus. Hein. Oui, mais Wilfried, plus. les gars LR qui sont là à l'Assemblée, tu Eh peux non. penser que... Enfin, les gars LR qui sont là à l'Assemblée, ils sont sortis du tsunami quand même. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr. Donc ils sont... Oui, mais certains, comme le disait Ils sont bien Bertrand, implantés, mais quand en fait, certains sont implantés dans des terres très très différentes. Hein. Il y a ceux qui ont été implantés sur les terres du sud-est et du sud-ouest face au Rassemblement national. C'est pas les mêmes que ceux qui ont dû battre des Renaissances ou des LFI. C'est pas la même chose. D'accord, mais ils ont toujours besoin du tampon du parti et des finances du parti La derrière situation pour continuer à faire compliquée, campagne. je trouve que la situation est très compliquée. Surtout sur ce domaine-là, qui effectivement est un domaine qui est un marqueur de droite. Ouais. C'est le marqueur de droite c'est par un truc de essentiel. dingue. Et donc pour eux, on voit que Mais d'ailleurs, le Sénat l'a voté, une très bonne réforme. ils adoreraient, je pense, effectivement, avoir le 49.3 pour dire nous sommes raisonnables, donc nous ne ferons pas sauter le gouvernement, Voilà. mais même si nous nous opposons à la loi, mais bien sûr, nous sommes des républicains et nous n'allons pas jusqu'au bout de cette démarche.
Dans le texte voté par le, je l'ai déjà dit, le texte voté par le Sénat, la réforme commence à la génération 67. Donc ce texte me plaît beaucoup. Ah oui. Euh, Là, ça commencerait en 61, je crois. là, c'est clac, c'est tout de suite. Oui. Là. Ouais. Enfin, au moins 65. Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, là, on parlait de, vous parliez de LR, et puis avant, on parlait des syndicats. Moi, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà. Je pense que les mouvements sociaux aujourd'hui ont changé assez radicalement. Oui, et que le 49.3, c'est un détail pour toi. C'est un détail, Ouais, oui. je suis un peu d'accord. Oui. Ouais, je crois aussi. Et le fait que si LR va voter en partie, en totalité, en ordre dispersé, comme un seul homme, enfin, tout ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Allez, on marque une pause.